Audio-rolliste, bonjour, c'est KFR, bienvenue sur le podcast de Dice Story, où aujourd'hui je vous propose un nouvel épisode de JDR en kit, 20 minutes pour découvrir un jeu, un système, un univers à travers son kit de découverte. Aujourd'hui, vous l'avez vu en titre et en miniature, on va parler de 7ème mer, V3, la troisième version de 7ème mer, qui est entrée dans le financement participatif au moment où je vous parle, là on est au mois de mars 2026, et cette V3 a été créée entièrement par le studio Agathe. Donc, un studio français est à présent aux manettes de 7ème mer, qui est à la base un univers de John Wick et de Jennifer Marr, qui était développé chez Chaosium, mais Chaosium a un accord avec Agathe pour que Studio Agathe puisse reprendre les choses en main et proposer son 7ème mer, qui se déroule 10 ans après les événements de 7ème mer 2, et avec un nouveau système qui va reprendre des bases du roll and tip de la première édition. Vous savez peut-être, si vous l'avez testé ou si vous avez vu des retours, que le système V2 n'est pas celui qui a soulevé les foules et qui va laisser un très très grand souvenir. Je suis un des premiers déçus par ce système de 7ème mer V2. J'ai énormément de contenu de 7ème mer V2. C'est un jeu qui m'a toujours extrêmement intéressé, extrêmement attiré, mais je n'ai jamais réussi vraiment à prendre ce système V2 en main. Donc qu'est-ce que cette V3 a dans le ventre? On va le voir avec son kit de découverte. Ce livret d'ailleurs est à télécharger sur le Patreon de 7ème mer, le Patreon de Studio Agathe, et non pas sur la page de financement. C'est un peu particulier, c'est un peu contre-intuitif également, mais ce kit qui sert à présenter cette V3 n'est pas disponible sur la page de financement. Il faut en gros adhérer, même gratuitement, au Patreon de 7ème mer chez Agathe, pour pouvoir le télécharger dans une news. C'est pas forcément facile à accéder du coup, mais je sais pas, ça va permettre de contrôler un petit peu combien de personnes le téléchargent et aussi d'avoir une petite liste de diffusion pour tenir un petit peu au courant. J'imagine que c'est ça l'idée derrière. Le titre fait une petite quarantaine de pages, on est à sur 38 pages, j'ai l'impression d'après le PDF. On va d'abord nous présenter l'univers. Donc 7ème mer, c'est un jeu qui est très inspiré de l'Europe du 16e, 17e siècle. C'est un jeu, on va dire, de Renaissance fantasy, peut-être. En fait, vous prenez, vous prenez l'Europe du 16e, 17e siècle, et encore, je fais une énorme fourchette, mais il y a des trucs même des inspirations d'avant, et vous la déformez un petit peu, et vous avez l'univers de 7ème mer, qui est quelque chose très proche de l'Europe de la Renaissance, également assez proche du KPDP. Alors c'est très KPDP, très piraterie. On est sur un jeu qui met en avant l'aventure, vraiment, et l'héroïsme. C'est un jeu où vous avez des joueurs, des personnages qui sont héroïques, des véritables héros de KPDP, des chevaliers, des explorateurs grecs, voilà. On va se servir de tout l'imaginaire des civilisations européennes, et on va tout mélanger dans un jeu qui se déroulerait technologiquement autour du XVIIe siècle. Voilà, on va le résumer un petit peu comme ça. Ça fait très fourre-tout quand on le dit comme ça, parce qu'on est à la fois sur du Trois Mousquetaires, du Pirate des Caraïbes, mais aussi on peut aller un tout petit peu du côté de notre ami The Witcher dans certaines zones. Voilà. Mais ça marche, ça se tient, parce qu'on est dans un imaginaire collectif et euh, dans des références qui sont très parlantes, en réalité. 7ème mer V2 a énormément élargi le lore en allant sur des continents qui rappelleront évidemment le Nouveau Monde américain, sur des continents qui rappelleront le Moyen-Orient, etc. On a même une version asiatique avec KT, mais là, on nous propose du coup une V3 qui se déroule du coup 10 ans après les événements dans 7ème mer V2, ce qui ne rend pas caduque des suppléments de contexte, mais qui fait un petit peu avancer le schmilblick. Alors, on aurait besoin de plus de 20 minutes pour décrire l'univers de 7ème mer. Je vais essayer de vous faire résumer comme il nous le propose ici. Donc, 7ème mer, c'est sur la planète de Terra, et donc l'action se déroule principalement sur le continent de Théa. Donc le continent de Théa, c'est le continent européen, sur lequel on peut retrouver même des traces d'une ancienne civilisation qui vous fera penser à la théorie des anciens astronautes. C'est similaire à l'Europe du XVIIe siècle. Vous allez voir que, bon, il y a quand même des trucs à droite à gauche qui ont été pris à bien avant que le XVIIe siècle. Et dans ce nouveau 7ème mer, on a 11 nations de Théa qui sont mis en avant. Donc on a Avalon, c'est en gros l'Angleterre de l'imaginaire arthurien. Vous voyez, on est déjà pas dans le XVIIe siècle pour commencer, mais l'imagination est là, même si la technologie, l'organisation, c'est plutôt le XVIIe siècle. On est sur une Angleterre très inspirée du légende arthurienne, de Shakespeare, et bon, on a une impératrice qui rappellera un petit peu la reine Elisabeth, quoi. Mais on est sur cet imaginaire arthurien et féerique pour Avalon. Ensuite, la Castille, qui est l'Espagne
qui est très ancré dans la foi et qui est sous le joug de l'Inquisition. Voilà, on est sur l'Espagne de l'Inquisition, avec un idéal chevaleresque qui rappellera Don Quichotte. On a Eisen, qui est l'Allemagne, la Germanie, le Saint-Empire romain germanique plutôt, voilà, plutôt, c'est le bon terme, euh, qui est plutôt proche du Witcher, on va dire, avec des énormes monstres, enfin voilà, des monstres, de la corruption, des morts vivants qui parcourent les terres de l'Eisen. On est sur quelque chose de très maléfique, hein, du style un petit peu des frères Grimm. C'est là où on va vivre voilà, des aventures beaucoup plus sombres en Eisen. On a la Fédération Saint-Martienne, qui est le petit nouveau de la V2, qui était très, très mis en avant sur la V2, qui est la première république de l'histoire du monde de Théa et de Terra. Du coup, qui est inspiré de la Pologne, avec une république qui sort de son âge d'or. On a Ennismore, qui est l'Irlande, tout simplement, hein, voilà, avec les mythes et les légendes de l'Irlande, avec des druides, etc., des fées, des failles plutôt. On a les marches des Highlands, qui correspond à l'Écosse, hein, un pays de clans et de serments, inspiré de Braveheart de Highlander, évidemment. On a Montaigne, donc la France, messieurs, dames, cocorico. Montaigne, c'est à la fois le côté KPDP de Dumas et des Trois Mousquetaires sur Louis XIII, mais à la fois le pouvoir impérialiste de Louis XIV, Napoléon. Voilà, c'est un petit peu le mélange de tout ça. Surtout que l'empereur de Montaigne, il sort d'une guerre avec la Russie. Ursura qui rappellera un petit peu Napoléon. On est un petit peu là-dedans. On a Nouma qui apparemment est beaucoup plus développée, qui est une nation qui rejoint du coup le carcan des nations importantes de la V3. Nouma, c'est la Grèce classique, hein, avec les héros tragiques, les épopées, les voyages et les dieux. Donc vous voyez, hein, 17e siècle, mais on est encore sur des choses de l'imaginaire collectif. On a Usura qui est la Russie, Baba Yaga et compagnie, un immense territoire gelé qui sort d'une guerre avec la montagne qui est hyper divisée. On a alors la nation imprononçable Vestenmanavenjar, désolé pour la prononciation, c'est à la fois les Vikings et à la fois le développement de l'âge d'or des Pays-Bas du XVIIe siècle, je crois, si je ne me trompe pas, qui vous rappellera également un petit peu tout ce qu'a connu cette zone-là, donc Danemark, Pays-Bas et Norvège, avec la Hanse. Voilà, on est sur ce côté-là, donc à la fois le côté viking, etc., et à la fois le côté hyper commercial des Pays-Bas. Et enfin, le dernier, la dernière nation qui est développée, c'est le Vodacce, donc c'est l'Italie, c'est Venise, de la Volte des dupes, quoi. C'est véritablement le côté prince marchand, cité-État, carnaval, pays des masques et du mensonge, avec, dans cette été de la Renaissance et des Borgia, le développement d'une sorcellerie qui s'appelle la Sortée. En plus de toutes ces nations, il y a des sociétés secrètes, hein, Los Vagamundos, la Rose-Croix, etc., qui sont développées à l'intérieur. Bon, ils complotent pour le bien ou pour le mal du monde. On a également l'église vaticienne, qui est très mise en avant, qui rappellera le culte catholique. Et énormément de mystères, de secrets, de complots qu'il faudra démêler. Donc, le titre nous propose de nous expliquer comment fonctionne déjà la création d'un personnage, en quoi un personnage est fait. Un personnage est d'abord déterminé par 5 traits qui sont évalués de 1 à 5. Ça rappellera également le système qu'il y avait avant. Donc, il y a l'esprit, la finesse, la gaillardise, le panache et la résolution. Alors, je ne suis pas allé vérifier dans ma V2, mais je crois que ça correspond à ce qu'on avait déjà avec la V2. Donc, moi, ça ne me surprend pas de voir ces traits-là, pour le coup. Donc, l'esprit, c'est tout ce qui est connaissance, éducation, culture générale, analyse et logique. La finesse, c'est l'adresse, la coordination. La gaillardise, c'est la force, la puissance et l'endurance. Le panache, c'est le charisme et l'assurance, l'audace. La résolution, c'est la volonté et le sang-froid. À côté de ça, vous avez 21 compétences, on ne se moque pas de vous. On a mis le Malsi Best-of sur les compétences, donc on a 21 compétences divisées en 3 x 7, donc en 7 sous-catégories. Et chaque sous-catégorie a 3 compétences à l'intérieur. 3 x 7, 21, je sais bien compter, on est bon. Et les compétences, elles vont de 0 à 5. Donc là où les traits vont de 1 à 5, vous avez minimum 1 dans un trait. Les compétences, vous pouvez avoir des compétences à 0. Donc vous avez la catégorie de l'érudition, hein, ingénierie, lettres et sciences. Vous avez la catégorie de la malice, furtivité, larcin et recherche. Vous avez, recherche, c'est trouver objet caché, hein, c'est décrit comme ça, hein, c'est vraiment le jet de toc, hein, trouver objet caché. Ensuite, vous avez la troisième catégorie, c'est martial, donc arme blanche, arme de tir, athlétisme. Vous avez la catégorie du merveilleux, légende, religion et sorcellerie. Le militaire avec navigation, stratégie, survie. Politique avec intrigue, protocole, sang-froid.
Alors sang-froid, oui, c'est ouais, un peu particulier. Sang-froid, garder le calme sous la pression, ne pas laisser paraître ses sentiments, c'est donc politique, OK. Et enfin, dernière catégorie, c'est le social. Tiens, c'est vrai que le sang-froid aurait pu être sous le social à ce moment-là, avec empathie, persuasion et représentation. Un petit encadré pour nous dire qu'il n'y a pas de compétence de perception. Vos personnages peuvent avoir des spécialités. S'ils sont spécialisés dans une ou plusieurs de ces compétences, vous allez noircir la petite case qu'il y a à côté. Quand une compétence est spécialisée, ça va vous permettre de faire exploser vos D10, hein. Alors, c'est le principe du roll and type, peut-être que vous vous en rappelez, c'est que les 10 sont explosifs selon certaines conditions. Ça veut dire que vous pourrez relancer votre dé si vous faites 10. Donc, on lance des D10 dans la 7e mer, et quand votre dé fait 10, si jamais c'est une compétence que vous avez en spécialité, vous aurez le droit de relancer le dé 10 pour additionner votre nouveau résultat à votre précédent. Donc en gros, les 10 explosent, ça veut dire que vous pouvez dépasser 10 avec un dé qui fait 10 à ce moment-là. Un personnage a également des avantages. Alors il y a 4 catégories d'avantages que vous choisissez ou que vous gagnez au fur et à mesure du temps. Les avantages passifs qui sont tout le temps activés, les avantages situationnels qui se mettent en place selon des situations, qui vont vous donner des dés supplémentaires, par exemple, si la situation déclencheur est bien respectée. Vous avez les avantages héroïques qui s'activent en dépensant un point d'héroïsme, ils sont souvent très puissants à cause de ça. Et enfin, les avantages extraordinaires qui vont s'activer gratuitement, mais qui sont limités à une fois par partie. Ensuite, on va directement au système de combat. Donc, ils appellent ça les aptitudes de combat. Donc ça, c'est une des nouveautés de la V3. Vous allez voir, c'est un peu particulier. C'est un système d'approche. Vous allez voir, je vais vous expliquer. Donc, le principe, c'est que il y a 5 aptitudes de combat. Là, on ne parle pas vraiment d'escrime, hein. On parle vraiment d'aptitudes de combat. Tous les personnages, même les sorciers, hein, même les filous et les diplomates, doivent utiliser ce système de combat. Vous avez 5 aptitudes: l'attaque, la défense, les dégâts, la robustesse et le mouvement. 5 aptitudes, et vous vous rappelez, vous avez 5 traits: esprit, finesse, gaillardise, panache, résolution. Le principe, c'est que quand vous créez votre personnage, vous devez associer à chaque aptitude de combat une de vos caractéristiques. Et quand... trait, excusez-moi. Et quand vous associez un trait à une aptitude de combat, vous ne pouvez pas l'associer à une autre aptitude. En gros, si vous associez votre esprit à votre attaque, vous ne pouvez plus associer esprit à votre défense, à vos dégâts, ou à votre mouvement, ou à votre robustesse. D'accord? Et en fait, ils nous décrivent en gros ce que ça veut dire d'associer l'esprit à l'attaque. Ce que ça veut dire d'associer le panache aux dégâts, d'associer la gaillardise à la défense. Et donc, on a un vrai système d'approche où on va dire, voilà, vous êtes des héros, vous êtes capable de vous battre comme vous le souhaitez, avec l'arme que vous voulez, sachant que les armes font tous les mêmes dégâts, hein, que vous attaquiez avec une dague, une épée, ce que vous voulez, vous faites les mêmes dégâts. En fait, vous êtes des héros et on ne veut pas brider ce côté cinématographique dans la description. Donc, vous pouvez attaquer de la manière que vous voulez. Cependant, vous devez répartir vos 5 traits dans les 5 aptitudes de combat. Donc, comme je vous disais, vous avez déjà l'attaque. Donc, en gros, combien de dés vous allez lancer. Donc, plus vous associez un trait qui est élevé, plus vous lancerez de dés pour l'attaque. Même chose pour la défense. Vous associez un trait pour votre défense. Vous associez un de vos traits pour les dégâts. Donc, plus votre trait sera élevé, plus vous ferez de dégâts. Vous associez un de vos traits à la robustesse. Donc, plus votre trait est élevé, plus vous aurez de cases à cocher avant de cocher une case blessure dramatique. Exemple, si vous associez à votre robustesse votre panache, ils vous disent vous encaissez en contrôlant le récit du coup, le héros impose l'idée que ça ne l'atteint pas. Et si vous avez 3 en panache, eh ben vous pourrez concéder 3 blessures avant de cocher votre première blessure dramatique, puis 3 nouvelles blessures avant votre deuxième blessure dramatique. Voilà. Si vous associez un trait qui n'a que 1 en robustesse, ben vous pourrez encaisser une blessure avant ensuite de cocher une blessure dramatique. Et enfin, vous avez le mouvement. C'est là où je suis un peu dubitatif, c'est ce côté mouvement. Dans le cas PDP, le mouvement, c'est cinématographique en fait. C'est pas une catégorie à part souvent. Le mouvement en KPDP en combat, ça fait partie de la flamboyance de la scène. Et c'est souvent quand un coup est magistral qu'on va y ajouter un mouvement. Et de séparer le mouvement des attaques et du combat, ça me laisse un peu perplexe à voir. Ça donne vraiment l'idée qu'ils ont eu cette envie de faire des approches et donc de répartir les 5 traits dans 5 aptitudes.
et ils sont peut-être retrouvés bloqués à la fin avec la quatrième, cinquième aptitude. Ils se sont dit, bon, bah, on mettra le mouvement. Je vois mal comment le mouvement va être quelque chose qu'on verra beaucoup en combat, parce que faire une action spécifique de mouvement, c'est très rare. Et surtout, c'est pas très cinématographique hein, de faire que ça. On verra, ça demande d'être testé, mais c'est cette petite aptitude de mouvement qui, moi, me laisse un petit peu perplexe, on verra. On nous dit qu'effectivement, les équipements, les armes, et cetera, ça n'influe pas votre personnage, sauf si c'est un avantage. À ce moment-là, l'avantage d'une arme peut vous donner des dégâts supplémentaires, par exemple. Et ensuite, on passe au nouveau système de jeu. Le principe d'un jet de dés dans 7ème ère V3, du coup, vous allez d'abord constituer votre main de dés. Vous allez prendre autant de D10 que vous avez dans votre trait et dans votre compétence. Donc quand vous allez tenter quelque chose, le meneur de jeu et vous-même, vous allez discuter de savoir qu'est-ce que vous mettez comme trait et comme compétence ensemble, ok? Donc vous prenez autant de D10 que vous avez dans votre trait et dans votre compétence, et ensuite le MJ annonce une difficulté. Donc 1, c'est une routine, 2, c'est compliqué, 3, c'est risqué, 4, c'est difficile, 5, c'est dangereux, 6, c'est héroïque, 7, c'est légendaire. Difficulté 1, ça ne veut pas dire qu'il faut faire 1 sur vos dés, hein. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une réussite sur vos dés. Les réussites sont déterminées par un tout nouveau système. Là, accrochez-vous, parce qu'à l'oral, c'est pas forcément facile à écrire, c'est mieux quand on a l'exemple sous les yeux. En fait, votre seuil de réussite, c'est ce qui détermine combien de dés vous allez garder. Vous lancez vos dés 10. Si votre seuil de réussite est à 7, ça veut dire que vous gardez les dés qui font 7, 8, 9 et 10. Si votre seuil de réussite est à 8, vous gardez les dés qui font 8, 9 et 10. Donc ce qui compte, c'est votre seuil de réussite. Si vous devez faire 2 réussites et que vous lancez vos dés 10, votre seuil de réussite est à 7 et que vous faites un 9 et un 7, vous avez 2 réussites, vous passez votre difficulté. Par contre, si vous lancez vos dés, seuil de réussite à 7, que vous faites un 7, un 3, un 2, un 4, vous n'avez qu'une seule réussite, le 7. Et comment vous déterminez votre seuil de réussite? Ça dépend de votre niveau de compétence. Alors accrochez-vous, attention, je vais vous expliquer. Vous partez de 9. Chaque compétence, en fait, pour son seuil, part à 9. D'accord? Votre athlétisme, son seuil de base, c'est 9. Votre arme blanche, son seuil de base, c'est 9. Votre légende, votre religion, votre sorcellerie, votre survie, votre persuasion, son seuil de base, c'est 9. Je parle bien des compétences. Quand vous gagnez un point de compétence dans une de vos compétences, vous allez noircir le premier 9, du coup le 9 de ce seuil. Ce qui fait que vous commencez à réussir à partir de 8. En fait, vous allez compter un reculon de vos compétences. Plus vous avez de points de compétence, plus vous allez noircir à partir du seuil de 9 pour réussir plus facilement. Votre athlétisme de base, vous réussissez sur 9 et 10. J'ai 0 point de compétence en athlétisme, je réussis sur 9 et 10. Par contre, si j'ai un point en athlétisme, je vais noircir la première case, qui est le 9. Je vais donc réussir sur 8, 9 et 10. Si ensuite je mets un deuxième point de compétence, je vais noircir le 9 et le 8. Je vais donc réussir à partir de 7. 7, 8, 9 et 10. Plus vous avez de points de compétence, plus en fait vous abaissez le seuil de réussite, qui est de 9 de base, et qui est de -1 pour chaque point de compétence que vous avez dedans. Ce qui fait que votre compétence est super importante, parce que à la fois vos compétences vous apportent des dés en plus. Si j'ai 2 en athlétisme, ben, j'ai 2 des 10 grâce à ma compétence. Mais en plus, ça abaisse le seuil de réussite. Donc voilà, la compétence est hyper importante dans 7ème ère V3. Les réussites que vous faites en plus de celles qui sont demandées deviennent des points d'héroïsme. Et si vous échouez, vous pouvez proposer au meneur de jeu de gagner des points de félonie, qui sont des points d'héroïsme inversés, en gros, pour les méchants, en échange de réussir votre jet. Les 3 types d'adversaires sont toujours là, donc les escouades de brutes, qui sont les figurants que vous débroussaillez par paquet de 5, ils sont toujours là. Les hommes de main, qui sont des personnages déjà qui sont nommés, qui ont une petite résistance, et les scélérats, qui sont les équivalents des héros en termes de développement et de puissance. Le but du jeu, c'est que les brutes n'aient pas besoin de lancer les dés, elles infligent des dégâts selon leur niveau, et vous allez vous faire baisser leur niveau en les affrontant. Là où les hommes de main et les scélérats, ils ont des statistiques, ils vont lancer les dés, et ils auront un véritable impact. C'est tout pour le système qui est décrit. Bon, il y a quelques subtilités que je vous passe, mais qui est décrit dans le titre de découverte. On a ensuite un scénario qui s'appelle Mort au roi, que je ne vais pas vous décrire et que je n'ai pas lu, ou le cas où c'est le scénario qu'on voudrait me faire jouer dans pas longtemps. Donc je ne l'ai pas lu, je ne peux pas vous dire ce que j'en pense. Il y a également, je crois, 5 pré-tirés. Une petite aide de jeu justement à la fin sur 2 pages sur la magie de la sorte Estrella, si jamais vous jouez le personnage de Véronica. Donc il y a les règles de magie juste après. Et c'est tout pour ce titre de développement que vous pouvez trouver sur patreon.com/agathe7c.
Je viens de voir l'adresse devant moi à la fin du document. Je vous mettrai le lien en description également, voilà les amis, pour cette V3 de 7e ère qui est actuellement en financement. Donc ça demande d'être testé pour voir un petit peu ce que ça a dans le ventre. C'est sûr que le retour à un système de lancer de dés, réussite, etc., ça me plaît un peu plus, hein. J'aime beaucoup le narratif, attention, mais j'ai trouvé que c'était pas très élégant dans 7e ère V2, que ça a laissé beaucoup trop de place à l'interprétation, et enfin, je veux dire, à la volonté du MJ d'être sympa ou pas avec ses joueurs et ses joueuses. Ça demandait aussi beaucoup d'imagination de la part du MJ pour créer plein de situations, plein de complications, plein de possibilités dans une scène, pour obliger les joueurs à dépenser leur mise. À voir si cette V3 ramène un petit peu ce côté héroïque, KPDP, qu'on aime tant dans 7e ère. Si cet épisode de podcast vous a plu, les amis, surtout n'hésitez surtout pas à le partager, à mettre les étoiles sur Die Story, à mettre les petits likes. Enfin, je sais pas comment, selon les plateformes, c'est pas la même façon, mais on a besoin de vous pour développer ce podcast qui touche de plus en plus de monde. À très bientôt, passez une bonne journée. Je vous embrasse.